Perspective reçoit ce dimanche 13 décembre 2019 M. Mathias Umpe. Il est administrateur de programme à Osiwa Open Society Initiative for West Africa, une fondation qui intervient dans 10 pays d'Afrique de l'Ouest à la fois comme institution de plaidoyer et de financement tout en accompagnant la mise en place de politiques au sein de la région. Mathias Umpe, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi analyste politique et c'est la raison pour laquelle on vous a sollicité parce que cette semaine, l'actualité en Afrique a été dominée par la République démocratique du Congo où au terme d'un long suspense, Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 30 décembre. Le leader de l'UDPS a enregistré 38,57% des suffrages exprimés selon les chiffres de la Commission électorale nationale indépendante. Martin Fayulu arrive en deuxième position avec 34,83% devant Emmanuel Ramazani Shadari, troisième avec 23,84%. Martin Fayulu arrivé second à contester les résultats. Il s'agit d'une escroquerie inacceptable de nature à provoquer le désordre généralisé sur l'ensemble du territoire national, a lancé le candidat de la coalition Lamouka. Il a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Louis Le Drian, lui a estimé que les résultats programmés par la CENI ne semblent pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là. Pour la conférence épiscopale, les résultats ne correspondent pas aux données de l'Église. Nous aborderons naturellement toutes ces questions, mais d'abord, M. Umpe, comment analysez-vous ce qui vient de se passer en République démocratique du Congo? Alors, c'est vrai que le processus n'est pas encore arrivé à son terme, donc on n'a pas fini avec la proclamation, n'est-ce pas, des résultats définitifs, mais je pense, lorsqu'on regarde le Congo, quand on connaît l'environnement politique au Congo, il faut se féliciter déjà du pas qui a été fait. C'est-à-dire le simple fait que ces élections... Avoir déjà une élection. Oui. Ça, c'est la première chose, avoir une élection et avoir une élection à laquelle le président sortant n'a pas participé. Non seulement lorsque vous regardez le Congo, mais vous regardez l'Afrique centrale dans sa globalité. Je crois qu'on doit se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Kabila n'a pas été en mesure, comme les autres, ses homologues de la région, je veux dire le Tchad, le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, comme tous ceux-là qui ont pu, si possible, à travers la manipulation de la Constitution pour se maintenir au pouvoir, comment lui n'a pas pu? Mais c'est une bonne question, pourquoi il n'a pas pu? Je pense qu'il faut féliciter la population congolaise. Je pense que les populations congolaises ont payé un prix fort pour empêcher que le président et sa coalition au pouvoir puissent chercher des moyens pour lui permettre, n'est-ce pas, de prolonger son mandat. Ça, Kabila est au pouvoir depuis 2001, quand même, à la suite de l'assassinat de son père. Voilà, exactement. Et quelques temps après, il a organisé les élections, qu'il a gagnées, et il a obtenu la réélection. Et depuis 2 ans, normalement, son deuxième mandat était arrivé à son terme, et il devrait normalement transférer le pouvoir à un autre président élu, ce qui n'a pas été le cas jusque-là. Et donc, je pense qu'il faut féliciter les Congolais pour les sacrifices qu'ils ont consentis pour en être là. Je pense qu'il faut aussi les féliciter pour les sacrifices qu'ils ont consentis pour que ces élections aient lieu. Ce que j'entends par là, ce n'est pas facile lorsque vous allez aux élections alors qu'on vous dit que la liste électorale a des insuffisances graves. Lorsqu'on vous dit par exemple qu'il y a des provinces entières qui ne vont pas voter, c'est-à-dire qu'il y a plus d'1 million d'électeurs voilà, qui ont accepté, malgré tout, ils ont ronchonné un peu, mais finalement ils ont accepté de ne pas aller aux élections pour que ces élections se tiennent. Et je pense que ce sont des sacrifices énormes. Sans parler maintenant des citoyens qui ont sacrifié leur vie dans des manifestations, etc., pour qu'on ait ces élections. Et je pense que ça, il faut le saluer. Maintenant, comme toutes les élections, particulièrement lorsque vous êtes dans des environnements comme ceux des pays africains, les élections s'organisent dans des environnements imparfaits, s'organisent avec des acteurs qui ont des comportements stratégiques. Et donc, à la fin des élections, on a toujours des contestations. Il y a toujours le besoin d'aller devant le juge du contentieux électoral pour essayer de régler, comme on l'a vu lors des élections ces dernières années. Et donc, je pense que ce n'est pas surprenant. Ici, il y a, on peut dire, une triple contestation. Commençons par Martin Fayulu, quand même le candidat de Lamouka, qui dit que ces élections-là sont tout simplement un coup d'État électoral. C'est possible. Parce que pour moi, du dehors, on ne peut pas dire ce qui s'est exactement passé. Mais là où on en est aujourd'hui, il faut aller au-delà, n'est-ce pas, de la parole simple. Il faut apporter des preuves. Normalement, un candidat de la facture de Fayulu doit avoir eu
des représentants dans la quasi-totalité des bureaux de vote. Donc, théoriquement, qu'un candidat comme Fayoulou est supposé détenir des PV, des bureaux de vote, et donc devrait être en mesure de mettre sur la table des éléments de preuve clairs pour contester, n'est-ce pas, les résultats. Et c'est ça qui sera valide devant, par exemple, le juge du contentieux électoral. Et je crois que ces dernières années nous ont convaincus que petit à petit, l'Afrique commence à évoluer dans ce sens. Où lorsque vous apportez des preuves, n'est-ce pas, de manipulation du processus électoral, il y a des chances beaucoup plus élevées aujourd'hui qu'on vous reconnaisse ces preuves et qu'on vous rétablisse dans vos droits. Je ne veux vous rappeler que, par exemple, le cas du Kenya qu'on a connu, où une élection a été invalidée. Oui. On connaît le cas du Libéria, il n'y a pas longtemps, où le deuxième tour a été reporté de plusieurs semaines afin que des insuffisances dont l'opposition a pu apporter la preuve, ou l'un des candidats a pu apporter la preuve, ont été mis sur la table. Sur la base, on a demandé à la commission d'apporter des corrections avant d'organiser le deuxième tour. On peut également évoquer la Sierra Leone. Donc je pense que de plus en plus, on est entré dans ce sens. Et ce que Fayoulou doit faire aujourd'hui, ce n'est pas simplement adopter des postures, c'est mettre sur la table des éléments de preuve. Apporter des preuves. Exactement. Mais justement, Fayoulou, sur quel élément se fonde-t-il aujourd'hui pour contester la victoire à Félix Tshisekedi, dont on sait que le parti est mieux implanté sur l'ensemble du territoire, grâce notamment au vieux Étienne, aujourd'hui décédé. D'accord. Mais donc je pense que normalement, le candidat Fayoulou ne peut pas simplement se lever et exprimer cette contestation comme une incantation. Et donc, normalement, ça doit être fondé sur quelque chose. Et c'est justement ça qu'on doit lui demander aujourd'hui. Il doit pouvoir produire des éléments irréfutables de ce que, normalement, on ne devrait pas arriver au résultat. Mais deuxième contestation, est-ce que Fayoulou ne s'est pas quand même fondé sur les constatations de l'Église, de la Senko. La Senko qui dit avoir ça aussi, c'est disséminé 40 000 observateurs. Absolument. La Senko qui dit connaître les résultats et même le nom du vainqueur. Absolument. Et c'est possible. Une fois encore, en relisant simplement les expériences électorales ces dernières années en Afrique, vous savez que l'invalidation du premier tour de la présidentielle au Kenya était basée sur la production de preuves par la société civile. Ce n'était pas le candidat Raila Odinga, le perdant ou le proclamé perdant qui avait les preuves. C'était la société civile. Et donc je pense que si Fayoulou n'a pas les moyens aujourd'hui d'apporter la preuve, la Senko qui s'est prononcée publiquement et a pris position ou déclaré connaître sur la base, n'est-ce pas, de la il peut se fonder sur les preuves de la Senko. Voilà. Donc, il appartient à la Senko aujourd'hui de produire ces preuves. Et je pense que le juge de contentieux électoral en RDC doit pouvoir utiliser ces preuves si la Senko était en mesure de les apporter. Mais il y a aussi la posture de la France et troisième consultation via son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a estimé que les résultats proclamés par la CENI ne semblent pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici et là, je le cite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Okoumpe, c'est le rôle de la France de se mêler des élections en République démocratique du Congo, qu'il faut être un pays souverain quand même? Donc, c'est une affaire interne des élections. De mon élections. point de vue, c'est une maladresse. Ah oui. C'est une maladresse. Normalement, moi, je suis vraiment pour la liberté. Je pense que même si vous n'êtes pas congolais, même si le Congo est un État souverain, moi, Mathias, béninois, travaillant au Sénégal, je peux donner mon avis. Et donc, en tant que tel, je crois que M. Le Drian, en tant que citoyen français, peut donner son avis. Mais lorsque vous êtes membre d'un gouvernement français, vous ne pouvez pas vous permettre. Vous agissez au nom. Voilà. Vous ne pouvez pas vous permettre publiquement d'apporter ce genre d'accusation si vous n'êtes pas en mesure d'en apporter la preuve. Parce que dans la même interview, il a semblé reposer sa position sur les informations qui venaient de la Senko. Et donc, si aujourd'hui la Senko, si par hasard, la Senko n'était pas en mesure d'apporter la preuve irréfutable, n'est-ce pas, du caractère crédible des résultats dont elle est en possession, ça voudrait dire que même quelqu'un comme Le Drian, avec son âge, son expérience en politique et tout, sa position dans le gouvernement, a pu se permettre de proférer, n'est-ce pas, des accusations de cette nature, sans éléments fondés. Je pense que ça pourrait être extrêmement... Mais qu'est-ce qui a pu fonder Le Drian à agir ainsi? C'est pourquoi je pense que c'est une maladresse. Moi, pour le moment, je mets ça sur le compte d'une maladresse. Parce que je pense que c'est très imprudent de sa part de prendre cette position, surtout si on n'est pas en mesure d'en avoir... Mais cette maladie risque d'avoir des conséquences. Absolument, dans les étant donné la position de la France, étant donné le fait que si aujourd'hui vous voulez contester les résultats
En RDC, c'est plus facile de vous référer à une position d'un membre du gouvernement français que vous considérez comme une position crédible. Vous voyez la façon dont vous en parlez maintenant. Qu'on s'imagine qu'il ne peut pas, en toute légèreté, proférer ce genre, n'est-ce pas, de critique. Et donc, je crois qu'il devrait faire attention et savoir que dans un environnement comme celui du Congo, il vaut mieux. Mais il a dû montrer par la même maladresse que Fayulu était le candidat des Français. Et c'est imprudent, et je pense que ça n'arrange même pas le candidat Fayulu, parce que finalement, on pourrait le percevoir comme s'il était un candidat, n'est-ce pas, des puissances financières. Et je pense que ça, ce n'est pas bon lorsqu'on est dans un environnement comme donc. Même si c'était de l'intérêt de la France, je ne crois pas que ce soit prudent de donner le sentiment que, sans preuve irréfutable, un membre d'un gouvernement étranger peut se permettre de jeter le doute sur la qualité des élections qui sont organisées en RDC. Et donc pour moi, c'est ça le fond de la question. Je ne dis pas que, par exemple, la France ne peut pas se prononcer, mais la France ne peut pas se prononcer avec légèreté, comme le ferait quelqu'un qui n'est pas responsable. La France, si elle doit dire aujourd'hui qu'on a des doutes sur les élections en RDC, doit être en mesure de donner... Et cette fois, ils n'ont même pas pris le temps. Voilà, c'est le matin, voilà. Le matin même, du lendemain de la proclamation des résultats qui ont eu lieu tard la nuit. Et donc, je pense que c'est imprudent de mon point de vue. Mais ne faut-il pas reconnaître cette fois que les diplomates africains, quand même, se sont montrés plus habiles, efficaces et plus au fait des complexités de leurs homologues occidentaux qui ont même gêné leur travail à un moment. Le problème qu'on a avec les chefs d'État africains, c'est que nous, les Africains, on n'arrive pas à se départir de ce sentiment que les chefs d'État africains fonctionnent comme un syndicat, comme s'ils se soutenaient entre eux. Et donc, quand vous les observez dans le cadre, n'est-ce pas, de leur prise de position lors des élections et tout, on est un peu sceptique quand on les écoute. Mais je suis d'accord que leur position maintenant, qui est l'opposition du secrétaire général des Nations Unies, est la position qu'on devrait adopter dans le cas actuel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés d'être tous d'accord sur les résultats qui sont proclamés par les organes en charge de la gestion des élections, mais réunissez vos éléments de preuve et suivez les voies prises. C'est la position aussi des Américains. Voilà, exactement. Je pense que, quel que soit ce qu'on dit, c'est la position que tout le monde devrait avoir aujourd'hui. Utilisez les éléments de preuve dont vous disposez devant les instances légalement constituées pour connaître, n'est-ce pas, du contentieux électoral. Et c'est le Conseil constitutionnel dans le cas d'espèce. Mais l'Union africaine? Bon, je pense que l'Union africaine... c'est la position des Nations Unies. Oui, je pense que c'est la position la plus indiquée actuellement. Sinon, ça suppose que vous avez d'autres sources d'informations vous permettant de prendre une position pour ou contre les résultats proclamés. Si vous n'avez pas ces sources, je crois que le mieux, c'est de demander à tout le monde de produire leurs preuves. Et sur la base de ces preuves, apporter une correction ou non aux résultats proclamés par la CENI. Félix Tshisekedi, s'il est élu, si son élection est confirmée par la Cour constitutionnelle, quelle est aujourd'hui sa marge de manœuvre? Parce qu'on le soupçonne d'être la marionnette du président sortant Joseph Kabila. Quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre de Félix Tshisekedi? Disons si l'on connaît quand même l'histoire un peu tragique de la République démocratique du Congo. Disons que ce brouillard commençait à courir même avant les élections, comme s'il était en concertation avec le pouvoir. Disons également que la posture du gouvernement actuellement prête, je vais dire en griffe, à confusion par rapport à cette suspicion qui avait lieu avant les élections, qui avait commencé avant les élections. Parce que c'est surprenant que la coalition au pouvoir, son candidat ait perdu les élections, mais qui donne le sentiment d'être tranquille, que ça ne les dérange pas. D'être même victorieux. Voilà, exactement. Et donc, je considère ça comme si ils se comportent comme si, d'une certaine manière, la victoire proclamée de Tshisekedi était leur victoire. Et donc ça, je pense que ça sème ou ça contribue à renforcer la suspicion à l'endroit de Félix Tshisekedi, surtout lorsqu'on sait qu'une bonne partie de la bataille qui a conduit à ces élections, c'était pour l'alternance. Et donc, avoir le sentiment que Tshisekedi est présenté comme un candidat bénéficier du soutien du pouvoir pourrait entaché. Dans sa première déclaration, d'ailleurs, il a félicité le chef de l'État sortant. Voilà. Et donc, je pense le président de la CENI, Corneille Nangaa. Ça pourrait créer une sorte de déception chez les populations qui auront le sentiment d'avoir voté pour quelqu'un qui finalement se retrouve lié au sortant qu'on a voulu changer. Mais ceci dit, de mon expérience personnelle, lorsque vous remettez le pouvoir de l'État à un individu,
les donnes changent de façon radicale. Et donc, Tshisekedi Félix peut être en train en ce moment de jouer juste le jeu lui permettant d'avoir le pouvoir d'État en main. Et vous pourrez être surpris dans quelques mois de voir que ceux du pouvoir actuel ne vont pas bénéficier, n'est-ce pas, du comportement. D'autant qu'on ne connaît pas encore les résultats des législatives. Exactement. Et donc, une autre donnée qu'il faut prendre en compte, c'est justement les résultats des élections législatives. Comme vous le savez, dans ce pays, ils ont comme un système semi-présidentiel. Et si jamais les résultats des élections législatives n'étaient pas favorables au pouvoir sortant, Tshisekedi pourrait se retrouver en tant que président avec tout le pouvoir. Avec les pleins pouvoirs. Avec les pleins pouvoirs. Et je crois que c'est à lui de décider en ce moment s'il veut garder une alliance avec la coalition sortante ou non. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a cette... le contrôle du Parlement. Et s'il perd le contrôle du Parlement, là, je pense que c'est une source d'inquiétude qu'il faut avoir parce qu'il va se retrouver comme dans une position de cohabitation. Ce que certains proches du pouvoir sont en train déjà d'annoncer. Il y a déjà sur des plateaux, vous trouvez des gens proches du pouvoir actuel qui vous disent qu'eux, ils sont sûrs de gagner les législatives et donc ils auront la majorité. D'autant que ces résultats-là n'ont pas été surveillés comme ceux de la présidentielle. Exactement. Là, il y a... Et donc, je pense qu'effectivement, pour moi, ça peut devenir une situation difficile. C'est-à-dire que vous aurez un président élu qui va entrer en conflit avec le chef du gouvernement qui devrait être normalement quelqu'un désigné par le parti qui détient ou la coalition qui a la majorité au Parlement. Et donc, je pense que là, on peut connaître une situation difficile. Et en Afrique, cette situation ne marche presque jamais. Tous les pays où on a une position de président et de premier ministre qui n'ont pas la même source de légitimité, c'est-à-dire que ce n'est pas le président qui nomme le premier ministre. C'est toujours une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Ça débouche toujours sur un conflit. Et le cas le plus emblématique qu'on a, c'est la Guinée-Bissau. Et vous voyez qu'ils organisent correctement les élections. C'est un pays où les élections sont toujours organisées sans problème, mais le pouvoir ne veut pas se gérer parce qu'il y a toujours ce conflit entre le chef de l'État et le Premier ministre. Et donc je pense que je souhaiterais que les législatives ne produisent pas un résultat qui mettent le Congo. Mais il y a des analystes observateurs comme vous qui ont poussé la réflexion encore plus loin, disant que l'élection de Tshisekedi, justement, Félix, est-ce qu'elle n'ouvre pas quand même la voie à une réélection de Joseph Kabila lors de prochaines élections? Parce que justement, tous ceux qui nourrissent cette suspicion à l'endroit du pouvoir et qui pensent qu'il y a une sorte d'arrangement entre le pouvoir et Tshisekedi pensent que c'est comme la préparation d'un scénario à la Poutine, quoi. Oui, mais là, je vous confirme que oui. Joseph Kabila a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'exclut pas de revenir sur le devant de la scène politique en 2023 pour briguer un nouveau mandat. Il est possible qu'il prenne la tête du Sénat et devienne ainsi le numéro 2 de l'État. C'est possible que les politiciens imaginent ce genre de scénario. Mais moi, je peux vous garantir, comme vous le voyez, à l'échelle du monde, je ne connais pas deux cas à la Poutine. C'est extrêmement difficile de remettre le pouvoir d'État entre les mains d'un homme et de penser que vous le tenez au point où il ne peut que vous retourner ce pouvoir après. C'est extrêmement difficile. Et je me Poutine l'a réussi 2 fois. Oui, parce que Poutine est vraiment Poutine. Oui. Donc ça, c'est vraiment un cas singulier, quoi. Et je ne suis pas sûr qu'une fois un président élu en RDC, Kabila peut penser revenir en conservant une sorte d'influence sur le président au point où on lui retourne le pouvoir. Moi, ça m'étonnerait, j'attends de le voir. Mais, comme on dit, il n'est pas interdit de rêver. Je crois que lui, là où il est aujourd'hui, il peut penser mettre en place des stratégies lui permettant de fonctionner comme à la Poutine. Mais je crois que j'attends de le voir pour le croire. Mais en fonction des résultats de l'élection législative, sa coalition politique pourrait bien maîtriser la primature, par exemple. C'est possible, même si j'ai des réserves. Et je vais vous dire pourquoi j'ai des réserves. Normalement, il faut être prudent et ne pas partir des résultats de la présidentielle pour tirer des conclusions pour les élections législatives ou les élections locales, parce que les logiques ne sont pas exactement les mêmes. Vous pouvez avoir un citoyen qui vote différemment à la présidentielle et différemment aux législatives. Mais lorsque vous prenez le cadre de la RDC, lorsque vous prenez le désir de changement qui anime les citoyens aujourd'hui, regardez les résultats qu'on a là. Même s'il y a des contestations des résultats, au moins 70% des électeurs ont choisi d'autres candidats que le candidat sort du pouvoir, sortant, qui n'a fait qu'à peine 20% ou 22%. Et donc je pense qu'après des élections de cette nature, moi ça m'étonnerait qu'avec ce score-là,
on espère que ce pouvoir va avoir la majorité au Parlement. Moi, ça m'étonnerait. Et donc, c'est pourquoi je crois que je concède au camp de Kabila de rêver et d'imaginer qu'il puisse avoir la majorité, contrôler la primature et tout. Mais je crois qu'une fois encore, mais s'il y a j'attends de le voir. le deal que l'on soupçonne entre ces deux hommes, c'est des probabilités. Ah oui. Donc s'il y a le deal entre les deux, je crois que c'est des probabilités qui deviennent fortes. Ça voudra dire que ce n'est pas le pouvoir qui va gagner la majorité au Parlement, mais ça va être une coalition entre les députés, par exemple du candidat élu et de l'ancien pouvoir. C'est ensemble qu'ils vont constituer la majorité qui va diriger le pays. Mais une fois encore, nous sommes en Afrique et je connais l'importance du pouvoir d'État. Et c'est très difficile d'anticiper le comportement d'un homme quand il est en dehors du pouvoir et une fois qu'il a le pouvoir d'État en main. Une fois encore, je préfère attendre. Mais comment est-ce qu'il va gérer ces leaders-là qu'on a exclus de facto du processus? Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi. Alors, à mon humble avis, s'il finit par obtenir la victoire, c'est-à-dire s'ils finissent par gérer le contentieux et s'entendre sur ce que c'est par exemple Tshisekedi qui est élu, il serait mieux pour lui de pratiquer une politique qui diminue la tension en permettant à tous ceux-là de réintégrer le jeu politique national. Par exemple, permettre à Katumbi de rentrer, permettre à Bemba, s'il veut, de continuer à gérer son parti politique, etc. Ça dépend du nombre de députés qu'ils auront au Parlement, on ne sait pas encore. Et donc tout ça va compter, parce que là maintenant on ne parle pas d'eux, mais il peut se retrouver avec un nombre élevé de députés au Parlement. Et donc tout ça va compter dans la marge de manœuvre dont disposera, par exemple, Tshisekedi s'il était confirmé comme le président. Et de mon point de vue à moi, s'il ne va se retrouver en tête à tête avec le pouvoir sortant, il est obligé d'être plus conciliant avec ceux qui ont été exclus pour le moment et les amener de façon à gérer ensemble le pouvoir s'il ne veut pas se retrouver à gérer Kabila et son groupe. Les gens n'en parlent pas, mais est-ce que vous ne pensez pas sérieusement que ces élections-là aussi peuvent réveiller les vieux démons, à savoir la sécession? C'est possible. Comme du temps de Moïse Tchombe. C'est possible. Je crois que parce que c'est pourquoi on sait qu'il est du Kasaï, Katumbi. C'est pourquoi il faut que les disputes qui commencent maintenant autour des résultats soient gérées avec le plus de rigueur possible. C'est pourquoi c'est de la responsabilité de la CENCO, qui pour le moment, de mon point de vue, est la seule organisation qui sort et qui dit, moi j'ai des preuves de ce que les résultats sont contraires, qu'il les apporte de façon à ce que le contentieux électoral soit tranché de façon la plus objective qu'il soit. Il y a une autre coalition qui a déployé des observateurs, Sénécole ou bien comment ils appellent ça, mais cette coalition n'est pas allée jusqu'à dire nous avons des preuves de ce que nous connaissons le gagnant. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la CENCO a l'obligation, et si Fayoulou également a des éléments de preuve, ils ont l'obligation de les mettre sur la table, de façon à ce que le contentieux soit géré de la façon la plus objective qui soit. Ceci va nous éviter les scénarios dont vous parlez. Parce que si jamais on finissait ces élections sur le doute dans l'esprit de beaucoup de citoyens que le jeu n'a pas été clair, ils deviendront plus sensibles aux sirènes qui vont appeler à des soulèvements et éventuellement des rébellions, etc. Surtout que maintenant, vous savez que les tensions en RDC sont toujours nourries par des clivages internes, mais par aussi l'appui des forces extérieures, que ce soit des pays limitrophes immédiats, et aussi par les puissances étrangères ou par les puissances financières extérieures. Et donc, pour éviter que ceux-là viennent profiter, n'est-ce pas, de doutes et d'incertitudes créées à l'interne, il vaut mieux que le contentieux qui est en train de naître autour des résultats proclamés par la commission électorale soit tranché de la manière la plus objective que soit. Et tous ceux qui disposent des éléments de preuve, c'est une obligation pour eux, pour ne pas gaspiller, n'est-ce pas, le sacrifice consenti par les Congolais pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. C'est une obligation pour eux de les mettre sur la table. D'autant que dans ce processus électoral, Joseph Kabila a refusé toute forme d'aide internationale, l'implication financière des institutions occidentales. Est-ce que c'est à saluer? Normalement, en tant qu'Africains, on devrait tous souhaiter que nos pays soient en mesure enfin, un pays qui organise des élections avec ses propres deniers. Oui. Mais je vais vous dire ce qui arrive souvent. Lorsqu'un pays décide d'organiser les élections sur ses propres fonds, ce n'est pas seulement pour des raisons liées au fait que c'est pour sa dignité, c'est pour son honorabilité. En règle générale, c'est pour réduire la capacité des partenaires internationaux à intervenir dans le processus. Parce que dès que les partenaires apportent des contributions dans la gestion effective du processus, ils interviennent.
C'est-à-dire qu'ils sont capables d'appeler la commission électorale et de dire où est-ce que vous en êtes dans la gestion. Ils sont capables de dire tel équipement que vous avez acheté avec nos ressources, vous n'avez pas respecté. Et donc, ils sont capables d'intervenir exactement sur le processus. Et donc, ce qui arrive dans certains pays africains, c'est que les autorités utilisent cette interdiction de contribution des partenaires comme un moyen d'augmenter leur propre marge de manœuvre sur leur capacité à manipuler le processus. Parce que là, personne ne peut les interpeller pour leur demander des comptes. Surtout qu'en règle générale, nos autorités pensent que leurs citoyens n'ont pas le droit de les interpeller. Parce que nous, en tant que citoyens, par exemple, dans les pays africains, on peut être en mesure d'interpeller ceux qui organisent les élections. Mais je peux vous garantir que vous ne trouverez pas un seul pays africain où on considère que, par exemple, en organisation de la société civile, vous avez le droit d'interpeller et de demander des comptes. Alors que c'est notre droit. Une fois que nous sommes des organisations officiellement reconnues comme établies et que nous fonctionnons de façon compatible et nous nous soumettons aux règles de la nation, c'est notre devoir et c'est notre droit d'interpeller. Imaginez si la CENCO avait les moyens aujourd'hui de dire, voilà, nous avons déployé, n'est-ce pas, des observateurs d'une ampleur où nous avons des informations crédibles. Pourquoi est-ce que la CENCO ne serait pas reçue par la Commission électorale pour dire, montre-moi tes éléments de preuve, regarde-moi mes éléments de preuve. Moi, je ne considère pas ça comme une subordination de la Sénat à une autre force. Mais je considère la Sénat montrant du respect aux citoyens qui se sont donné les moyens de l'aider à vérifier, n'est-ce pas, la fiabilité des résultats qu'il a produits et tout. Mais vous ne verrez pas la Sénat poser des actes de ce genre. Parce que dans nos pays africains, parfois nous sommes plus sensibles, n'est-ce pas, à l'interférence des puissances étrangères que vis-à-vis de nos propres citoyens. Voilà, je rappelle que Perspective reçoit ce dimanche M. Mathias Umpe. Il est administrateur de programme à Osiwa, Open Society Initiative for West Africa. Monsieur Umpe, Félix Tshisekedi, parlons un peu de lui. Est-il un partisan d'une ouverture aux capitaux étrangers dans le secteur minier ou cherchera-t-il à nationaliser ce secteur et reprendre la mainmise sur les ressources naturelles au risque de s'attirer les foudres de ses puissants voisins tels le Rwanda? C'est difficile à dire au jour d'aujourd'hui parce que vous savez que Félix Tshisekedi n'a jamais rien géré en RDC. Et donc on ne connaît pas ses positions claires sur des questions comme ça. Est-ce que vous voyez? Et donc, de mon point de vue, c'est une surprise. Il faut l'attendre qu'il prenne le pouvoir avant de voir ce qu'il peut faire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est très difficile dans les pays comme la RDC de gérer sans s'assurer qu'on crée un environnement de collaboration avec ces forces qui sont par exemple les puissances financières qui interviennent dans l'exploitation des ressources du pays. Parce qu'il a besoin de ressources, il aura besoin d'exploitation de ces industries, parce qu'il n'a pas les moyens de les faire par lui-même. Je ne connais pas de pays africains qui sont capables de la transformation. Voilà, exactement. Et donc, il faut nécessairement la participation de ces gens. Mais dans le même temps, je crois que la société civile, du point de vue du suivi de l'industrie minière, etc., est très forte en RDC. Et donc, il ne peut pas non plus revenir dans des situations où il va faire des concessions exagérées au détriment des intérêts du pays. Et donc, je pense qu'il va lui falloir trouver un juste milieu entre la défense des intérêts de son pays, ce qu'il doit faire coûte que coûte pour pouvoir être utile pour son pays, et la création d'un environnement permettant à ces industries, ces industries de continuer, n'est-ce pas, à participer à l'exploitation, n'est-ce pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui capable, lui, en tant que président élu, de changer en République démocratique du Congo? Donc je pense que déjà, sur le plan institutionnel d'abord. Oui, s'il vient que sur le plan institutionnel, il arrive à mettre les institutions de l'État en marche, ce serait déjà bien. Vous savez que ça fait plus de 2 ans ou 3 ans que les institutions sont littéralement bloquées, parce qu'ils passent le temps à gérer, n'est-ce pas, cette situation d'organisation ou non des élections, etc. Je pense que sa capacité déjà à mettre le pays au travail est un point. Deuxième élément important pour moi, la question de la sécurité. Comme vous le savez, ce pays, je connais quelqu'un qui me dit qu'il y a des dizaines de conflits à divers niveaux qui existent sur le territoire congolais. Et donc je crois que aller vers... Même les militaires congolais, même l'armée crée des conflits. Voilà, exactement. Donc aller à la pacification du pays.
au point où la MONUSCO est considérée comme la mission des Nations Unies, n'est-ce pas, pour le Congo est considérée comme la mission la plus coûteuse et la plus longue dans l'histoire, je pense qu'aller vers la pacification du pays et amener le pays à pouvoir se gérer sans la présence d'une force étrangère, même si c'est une force des Nations Unies, je pense que ça va être un deuxième pas important. Troisième pas important de mon point de vue, c'est sa capacité à gérer les pays limitrophes. Parce qu'une partie des difficultés que connaît le Congo est liée, n'est-ce pas, aux relations que le Congo a avec ses voisins. Je pense que s'il est capable de gérer ces questions, il serait déjà très utile, n'est-ce pas, pour son pays. Et naturellement, amener... Mais quels sont les voisins les plus teigneux ici? Ah non, je pense que c'est l'Angola, c'est l'Ouganda, c'est l'Ouganda, c'est le Rwanda. Je pense qu'il est obligé d'arriver à des types de relations avec ces pays qui font qu'il est capable de maîtriser le Congo, de remettre, n'est-ce pas, les Congolais au travail et de maîtriser les ressources du pays qui doivent être utilisées pour des projets de développement. Une question peut-être qui est négligée, mais est-ce que Félix Tshisekedi est vraiment préparé à diriger ce pays? Bon, ça c'est une question que beaucoup de gens posent. Personnellement, je ne considère pas ça comme un handicap. Si celui qui est élu a l'humilité... Parce que c'est un pays de plus de 2 millions de kilomètres, 80 millions d'habitants. C'est un pays difficile. C'est un pays continent, comme on dit. C'est un pays extrêmement difficile. C'est un pays aujourd'hui où il y a des zones qui ne sont pas reliées par la route, où vous ne pouvez rallier ces régions que par voilà. Et donc je pense que c'est un pays où il y a beaucoup de défis à relever. Et donc je pense que, pour moi, la capacité que vous avez, au moment où vous prenez le pouvoir, je ne considère pas ça comme une fatalité. C'est-à-dire que c'est votre maintenant capacité à prendre conscience de vos limites et à vous entourer des moyens, des personnes ressources susceptibles de vous aider qui est important. Et donc moi je ne veux pas épiloguer sur son expérience en matière de gestion des affaires de l'État à un certain niveau, sur sa capacité personnelle, je veux dire intellectuelle et tout ça. Je ne veux pas épiloguer sur ça parce que je pense que ça peut être facilement réglé s'il a l'humilité d'en prendre conscience et de s'entourer en conséquence des ressources qu'il faut. Parce que je crois que, pour dire en 2 mots, par exemple, les gens soulevaient ce genre de questions à l'élection de George Weah. Et la position que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de Tshisekedi, s'il était confirmé comme le président, c'était la même position que j'avais par rapport à lui. Je ne prends pas ça comme un problème au départ, mais c'est à lui de montrer maintenant que quelles que soient les insuffisances qui le caractérisent, il a la capacité de s'entourer de gens capables de l'aider à réussir sa mission. À la différence que George Weah est le président d'un tout petit pays, absolument. Encore une fois, la République démocratique est un pays gigantesque. Et là, il faut un certain leadership pour fédérer doucement les différentes sensibilités, parce que là-bas, le régionalisme est très important. Absolument, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison que la RDC est carrément dans une autre ligue, comme on dit, quoi. C'est pas le même niveau que le Libéria, mais une fois encore, il a déjà monté une petite preuve, il a déjà donné une petite preuve de mon point de vue de sa capacité de tacticien politique. C'est par exemple la capacité qu'il a eue de reprendre en main le pouvoir de au sein du parti de son papa. Vous vous rappelez qu'au moment où il venait d'arriver, ce n'était pas simple. Tout le monde pensait que le parti allait se diviser en morceaux, allait se perdre complètement. Je crois qu'il a été capable, mais dans le silence, parce qu'on n'a pas entendu beaucoup de bruit, il a quand même été capable petit à petit de ressouder le parti et de reprendre le leadership du parti. Et de mon point de vue, il ne faut pas négliger cela. Et même sa capacité à tenter quand même de fédérer l'opposition, ça n'a pas été simple. Jusqu'au moment où le phénomène Fayoulou est sorti et il a dû donc reprendre sa vie en main. Pour se rebuffer. Voilà, une fois encore. Donc je pense qu'il a quand même montré que politiquement, il peut faire preuve de beaucoup de tactiques. Il en faudra nécessairement plus pour gérer la diversité. Est-ce qu'il a vraiment le caractère du père Étienne, qui avait réussi quand même une chose que peu de politiciens réussissent, cette osmose avec la population congolaise. On le verra à l'œuvre. Si jamais son élection était confirmée, je pense qu'on le verra à l'œuvre et il lui appartiendra de savoir quels sont ces déficits avec lesquels il part. C'est par exemple la nécessité, comme vous le dites si bien, de créer ce lien avec les citoyens, sa capacité de créer une sorte de coalition suffisamment large, coalition politique,
je veux dire, pour gérer de façon stable le pays et sa capacité à gérer ses voisins, sa capacité à gérer les puissances financières qui perturbent, qui interviennent et qui perturbent le jeu politique. C'est sa capacité à gérer tout ça, va lui donner les moyens, n'est-ce pas, de faire quelque chose d'utile pour les Congolais. Oui, mais c'est ce que dit, il va prendre le pouvoir certainement. Je crois que son mandat va durer 5 ans. Oui. La République démocratique du Congo a besoin de transformation parce que c'est un pays extrêmement riche, oui, à côté d'une population très pauvre. Est-ce que aujourd'hui, son défi aussi, c'est pas de relever un niveau, améliorer la qualité de la vie en République démocratique du Congo? Absolument. Mais lorsque vous prenez le pouvoir dans un pays comme celui-là, où comme on vient de le voir, les défis sont énormes, vous cherchez... Mais le pays est riche. Oui. Or, vous connaissez beaucoup de pays riches en Afrique dont les populations souffrent. Je ne veux pas commencer à citer des exemples. Oui. Parce que, pour le moment, c'est comme si nos chefs d'État n'étaient pas en mesure d'amener à l'exploitation de ces richesses dans l'intérêt de nos pays. Il y a moi je trouve deux raisons à cela. La première raison, c'est notre faiblesse à l'échelle internationale vis-à-vis des forces qui concourent à l'exploitation de ces richesses. Donc cette faiblesse fait que au moment où il faut décider de l'exploitation et du partage, n'est-ce pas, des fruits, on est toujours défavorisé. Je pense que nous avons des faiblesses réelles de ce point de vue. Mais à côté de cela, il y a que la plupart de nos chefs d'État en général n'ont pas le souci de la protection des intérêts de leur peuple. Parce que c'est ça qui fait que même lorsque vous êtes défavorisé en ce qui concerne votre capacité à négocier à l'échelle internationale, au moins le peu que vous trouvez, vous vous efforcez de l'utiliser pour l'intérêt du pays. Vous voyez que ce peu-là, si vous êtes dans un pays corrompu, même ce peu est encore dilapidé par l'élite nationale, etc. Je crois que ces deux phénomènes se mettent ensemble, expliquent ce qui arrive à nos pays où nous avons des pays aux choses très riches, mais dont les populations sont en général pauvres. Mais on a très peu parlé des militaires, oui, M. Oumpe. Aujourd'hui, les militaires peuvent être aussi une problématique en République démocratique du Congo, d'autant qu'il y en a parmi eux qui sont frappés de sanctions, absolument, soit par les Américains ou absolument par les Nations Unies. Je pense que ça aussi, c'est une force dont le nouveau président, si ce n'est pas Kabila et ce n'est pas son camp, je pense que ça fait partie des défis également. C'est non seulement que ces forces de sécurité et de défense, on ne connaît pas exactement leur état aujourd'hui. Vous avez le sentiment parfois qu'il y a des zones qu'ils contrôlent ou bien des factions de ces forces contrôlent complètement. Et donc je crois que ça c'est un défi énorme. Je ne sais même pas comment l'exprimer parce que... Surtout il y a le cas spécifique du général Numbi qui a été un temps très critiqué parce qu'il était le chef de la police à Kinshasa. On croyait que Kabila allait limoger, mais il en a fait un général et il a confié une section de l'armée. Voilà, c'est ça. Et donc je pense que vous savez que ces choses-là sont gérées suivant les services rendus par ces hommes en uniforme pour la consolidation du pouvoir, etc. Et donc, de mon point de vue, ça va être l'un des grands défis que le nouveau président aura à régler. Parce que on ne peut pas parler de paix et de stabilité, n'est-ce pas, en RDC, si l'armée n'est pas au service, n'est-ce pas, n'est pas sous le contrôle du pouvoir civil et orientée vers la recherche de solutions aux problèmes du pays. Mais ça, une fois encore, ça ne dépendra pas que, n'est-ce pas, de la capacité du gouvernement à interagir avec l'armée. Vous savez que cette armée est considérée aussi comme hétérogène du point de vue de sa composition, mais parce qu'on pense qu'il y a des membres qui sont d'autres pays de la sous-région. Vous savez qu'il y a des bruits de ce genre. Donc ça, c'est un problème extrêmement difficile. Je pense qu'il faut vraiment penser à un programme de réforme du secteur de la sécurité qui va faire partie aussi probablement parmi les priorités du nouveau président qui va venir. Chercher les moyens de réformer l'armée, de ressouder l'armée et de remettre l'armée au service, n'est-ce pas, de la nation et sous le contrôle, n'est-ce pas, du pouvoir civil. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, vous êtes optimiste dans le cadre de la République démocratique du Congo? Un pays, quand même, il faut le dire, a connu une histoire tragique. Absolument. On pense à Patrice Lumumba, absolument, Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Etienne Tshisekedi et les anonymes que nous ne connaissons pas, Moïse Tchombe, qui était un des acteurs de la sécession. Absolument. Est-ce que cette histoire tragique ne va pas encore coller à la peau de Tshisekedi? Je ne pense même pas à l'histoire tragique. Je pense même que l'actualité du Congo, je pense que l'environnement actuel du Congo, avec tous les défis qu'on vient de citer, devrait amener chacun à faire preuve d'un peu d'humilité en regardant l'avenir
de la RDC. Ça doit augmenter la responsabilité de la personne qui sera élue, quelle qu'elle soit, de savoir qu'elle prend un pays extrêmement difficile à gérer et qu'elle a des défis énormes devant. Et donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup qui peuvent regarder l'avenir en disant, dès qu'on va finir ces élections et qu'une personne serait élue, supposons par exemple, Félix Tshisekedi, c'est fini, le Congo, la situation va revenir à la normale, je ne crois pas. Je pense qu'il faut que chacun de nous commence à prier, continue de prier pour ce pays, et il faut que tous ceux qui interviennent au Congo fassent ce qu'ils peuvent pour s'assurer que ce pays se retrouve, n'est-ce pas, sur ses pieds. Et de mon point de vue, on a intérêt à le faire parce que, à mon humble avis, le Congo fait partie des pôles de stabilité de l'Afrique subsaharienne. Pour moi, quand vous regardez le Congo, vous regardez l'Afrique du Sud, vous regardez le Nigeria, pour moi, lorsque vous êtes en Afrique subsaharienne, ce sont des pays dont nous devons tous travailler à la stabilisation et au bon fonctionnement parce que ces pays sont capables de nous aider à nous stabiliser, d'aider, de soutenir les pays, les autres petits pays autour, mais qui les entourent à se stabiliser. Vous imaginez une Afrique de l'Ouest où le Nigeria devient vraiment une véritable puissance, capable de s'asseoir, d'être plus stable, d'être géré plus rationnellement, etc. Ça ne peut qu'avoir une influence positive sur les pays comme le Bénin, dont je suis ressortissant, qui sont autour du Nigeria. Vous prenez la RDC, pour moi, c'est la même chose. Vous prenez l'Afrique du Sud, c'est la même chose. Et donc, nous avons tous intérêt à ce que la RDC devienne un peu comme une puissance régionale en Afrique centrale. Mais ça, c'est d'abord et avant tout l'obligation des ressortissants de la RDC, à commencer par celui qui serait élu président de la République. Mais est-ce que justement, lui, il ne peut pas aujourd'hui essayer le fédéralisme comme au Nigeria? Disons que le Congo-Brazzaville, juste à un certain point, fonctionne déjà comme un pays fédéral, quoi. Les gouverneurs en RDC, les gouverneurs de province. Oui, c'est des gouverneurs de province. Ils sont vraiment des autorités quasi autonomes, quoi. Et l'exemple, c'est Katumbi, quoi. Il a été gouverneur et tout le monde sait qu'il était hyper puissant, quoi. Et donc, je pense que d'une certaine manière, la RDC fonctionne déjà comme une fédération. Et donc, il s'agira simplement... Reste à formaliser. Exactement. À faire en sorte que maintenant, ça... Parce que le pouvoir central s'est retrouvé en but avec justement ce fonctionnement et a voulu les fragiliser. Vous voyez qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont redivisé les provinces, etc. C'était une manière d'affaiblir, n'est-ce pas, les gouverneurs qui considéraient comme devenant trop puissants, etc. Je crois que si vous avez le pouvoir central et que vous n'avez pas ce genre de complexe, vous pouvez encore essayer de rebâtir les provinces de façon à permettre, n'est-ce pas, à des gouverneurs de prendre des portions plus faciles à gérer. Et maintenant, au niveau central, d'assurer une sorte de coordination pour amener le pays à se relever des années de crise qu'il a traversées. Le pays à se relever parce qu'on n'en est pas encore à l'épilogue de ce scrutin, on en est au prologue, comme on dit. Absolument. Est-ce que vous pensez à une issue heureuse et comment est-ce qu'il faut manœuvrer aujourd'hui pour sortir de ce qui peut-être... Je pense que personne ne peut écarter la possibilité de dérapage. Personne. Surtout lorsque vous êtes en RDC. Mais dans le même temps, j'imagine que tout le monde comprend l'intérêt qu'il y a à ce que ça n'éclate pas en RDC. Et donc j'imagine qu'au moment où on se parle ici, il y a beaucoup de forces qui sont en train d'intervenir pour rechercher les moyens, n'est-ce pas, d'amener chacun à adopter une attitude responsable dans la résolution du contentieux qui est né à la suite, n'est-ce pas, de la proclamation des résultats. La deuxième chose, j'espère que les acteurs qui contestent les résultats, je l'ai dit plusieurs fois depuis qu'on a commencé cette conversation, apportent des éléments de preuve. Si jamais il n'y avait pas d'éléments de preuve à mettre sur la table, là, on pourrait craindre. Donc, s'ils ont des éléments de preuve pouvant aider le juge du consensus électoral, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, à trancher sur la base de preuves claires, je pense qu'on peut... Je pense qu'en République démocratique du Congo, l'Église est vraiment puissante. Absolument. Et donc, si jamais l'Église venait à dire aujourd'hui, non, j'ai des éléments de preuve, ou oui, j'ai des éléments de preuve, mais sur la base de mes éléments de preuve confrontés avec les éléments de la CENI, je pense que ces résultats sont plausibles, ou alors la CENI, le Conseil constitutionnel, réalise que sur la base des éléments de preuve, il faut apporter des corrections. Et à l'issue de ces corrections, voilà la direction dans laquelle les résultats doivent aller. Je pense qu'on peut aller petit à petit vers une résolution de ces contestations sans que
le pays ne connaisse encore un retour vers, n'est-ce pas, des situations de crise. Mais vous pensez vraiment que ce processus démocratique naissant à la République démocratique du Congo, avec l'élection de Félix Tshisekedi, est le point de départ pour ce pays de... C'est possible. Je suis d'aller à l'émergence, comme on dit, comme c'est un mot à la mode. Je suis optimiste de nature. Donc, je pense que même si les possibilités de chaos ne peuvent pas être exclues complètement, il est possible que si on gérait convenablement les contentieux actuels et si les élections législatives produisaient des résultats qui n'entraînent pas le pays vers une cohabitation difficile à gérer, je pense qu'il est possible que ça soit une opportunité à l'issue, n'est-ce pas, des élections de la présidentielle et des législatives, que des chances soient relativement élevées, que le pays puisse se retrouver sur le chemin de la renaissance. Mais avez-vous le sentiment que l'Afrique avance? Disons qu'il y a des indications de ce qu'il y a des pas positifs qui sont effectués. Et je vais vous donner quelques exemples. Au jour d'aujourd'hui, regardez même ce qu'on a dit. Le simple fait qu'on organise les élections en RDC, le fait que le président Kabila n'ait pas pu formaliser, je mets un griffe, son désir de se maintenir au pouvoir. Moi, je pense que ça, c'est une avancée. Il y a 20 ans, je ne connais pas beaucoup de pays où on peut empêcher un président qui a envie de s'éterniser au pouvoir de rester au pouvoir. Donc ça, je pense que ça, ce n'est pas mauvais. Je dis, prenons autour de nous. Regardez les élections qu'on a organisées ces dernières années. Je veux citer le Nigeria, je veux citer la Gambie, le Cap-Vert, le Sénégal, je veux citer le Ghana. Dans tous ces pays, des présidents sortants sont allés aux élections, ont perdu. Il y a 20 ans, ce n'est pas possible en Afrique. Et donc, je pense que petit à petit, il y a un certain nombre de choses qui commencent à se passer. Mais on ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe. Parce qu'une démocratie est beaucoup plus qu'une élection réussie. C'est beaucoup plus qu'une élection qui entraîne l'alternance. Ce n'est qu'un indicateur. Ce n'est qu'un élément, l'un des éléments qui aide la démocratie à fonctionner. Et donc, ce qui se passe entre deux élections est beaucoup plus important que ce qui se passe au moment des élections. Et donc, pour le moment, je ne vous ai donné que des exemples liés à l'organisation des élections. Il faut qu'on trouve des indications de ce que la gestion du pouvoir au quotidien aussi est en train de s'améliorer. C'est-à-dire qu'on donne des indications de ce que la gouvernance, de façon plus quotidienne, est en train de s'améliorer. De ce point de vue, j'ai tendance à avoir des inquiétudes et à être d'accord avec vous, qu'on peut s'interroger. Parce que entre les élections, ce qui se passe est beaucoup plus difficile à maîtriser, à contrôler. Il est très difficile d'amener ceux qui gèrent nos pays à gérer suivant l'orthodoxie. Parce qu'après les élections, c'est une classe qui s'installe. Exactement, qui s'installe. Et en ce moment, parce que lorsque vous avez fini les élections, vous avez deux mécanismes qui aident la démocratie à fonctionner. Vous avez ce qu'on appelle les mécanismes horizontaux. C'est les mécanismes de contre-pouvoir institutionnel. C'est par exemple, dans le cadre d'un État, c'est le Parlement, c'est par exemple la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle. Ce sont les organes, par exemple, de régulation des médias, les organes de lutte contre la corruption, exactement. Ce sont ces organisations qui, normalement, on les appelle des mécanismes horizontaux parce que ce sont des mécanismes de l'État, mais qui sont supposés aider l'État à mieux se gérer. Dans nos pays, la plupart de ces mécanismes ne fonctionnent pas. Vous ne trouverez pas un seul pays. Et on n'a aucun pouvoir de contrôle. Exactement. Où vous avez par exemple le Parlement qui peut amener le gouvernement à fonctionner correctement, à se gérer correctement. Où vous allez voir un organe de régulation des médias qui arrive à contrôler l'État. Vous n'arrivez pas. Le deuxième type de mécanisme, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de contrôle vertical. Ça, c'est les moyens que les citoyens utilisent en dehors des périodes électorales pour contrôler la gestion du pouvoir. Les manifestations, souvent, c'est les organisations de la société civile, c'est les médias, etc. Pendant un temps, ces mécanismes ont fonctionné tant bien que mal. Mais ces dernières années, on a le sentiment que les gouvernements réussissent à faire taire, on appelle ça la restriction de l'espace civique, qu'on observe dans la plupart des pays, n'est-ce pas, africains en ce moment, et même parfois au-delà. On voit que ce mécanisme de contrôle vertical également est en train petit à petit de perdre de sa pertinence. Moi, vous savez ce qui m'inquiète. L'affaiblissement de ces mécanismes, d'abord le non-fonctionnement des mécanismes de contrôle horizontal et l'affaiblissement des mécanismes de contrôle vertical donne le sentiment à ceux qui gèrent le pouvoir qu'ils sont plus libres. Ils ont une marge de manœuvre plus grande. Je veux dire, ils peuvent gérer les pays comme ils veulent, mais c'est un piège dans le temps pour moi. Parce que lorsque votre minute. Absolument. Parce que quand vous gérez le pays comme vous voulez,
vous ne faites pas attention aux préoccupations des citoyens et ça se retourne toujours contre vous. Aujourd'hui ou demain, ça se retourne contre vous. Je veux exagérer en disant en France aujourd'hui, le phénomène des gilets jaunes, quels que soient les dérapages et tout, ça a été le fait que pendant longtemps, les pouvoirs, d'une certaine manière, se sont endormis sur leur laurier et ont oublié de s'occuper des préoccupations des citoyens. Si en France, ça ne se manifeste pas les gilets jaunes, le jour où ça arrivera dans nos pays, je ne peux pas imaginer ce qui va arriver. Et je vais vous dire pourquoi il faut en avoir peur. Vous connaissez l'âge médian en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, nous avons à peu près 380 millions d'habitants. L'âge médian, c'est 18 ans. Ça veut dire que vous avez la moitié de cette population que je vous dois donner qui a 18 ans. Imaginez que ces gens dont le système éducatif n'arrive pas à s'occuper correctement, qui souffrent de sous-emploi ou de chômage à des degrés excessivement élevés, d'ici à 20 ans, nous sommes en train de parler de 250 millions de personnes qui n'auront pas d'emploi correct, qui seront sous-employés, dont les conditions de vie seront difficiles. Je ne suis pas sûr qu'ils vont croiser les bras et se taire et laisser les pouvoirs continuer à faire ce qu'ils font. De mon point de vue, nos pouvoirs politiques ont intérêt aujourd'hui à utiliser tout ce qui leur permet de bien gérer les ressources, de façon à créer de l'emploi, de façon à réduire la mauvaise gouvernance, etc. Et parmi ces choses-là, il y a les organisations de la société civile qui ne sont pas toutes propres, mais nous sommes tous des êtres humains dans le groupe des organisations de la société civile. Comme dans le groupe des acteurs politiques, vous avez des bons grains, vous avez de livrets, etc. Mais de mon point de vue, si moi j'étais une autorité politique aujourd'hui, je m'assurerais que je permets aux organisations de la société civile, par exemple, qui font partie donc de ce mécanisme de contrôle vertical dont je parle, de nous aider à mieux gérer les pays et de ne pas se satisfaire de ce qu'on arrive à les restreindre aujourd'hui et à les empêcher de s'exprimer. Mathias Oumpe, je vous remercie et je rappelle que vous êtes administrateur de programme au SIWA Open Society Initiative for West Africa, une fondation qui intervient dans 10 pays d'Afrique de l'Ouest à la fois comme institution de plaidoyer de financement et accompagne la mise en place de politiques au sein de la région. Encore une fois, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre aux questions de perspective, de nous parler, de nous analyser et commenter la situation en République démocratique du Congo. C'est moi qui vous remercie.